Nous allons voir donc comment développer la VMA, les avantages que procure la piste, l'alternative hors stade également, comment faire justement pour se passer de cette piste d'athlétisme. Et puis nous attaquerons les questions-réponses que quelques membres de la formation nous ont posées. Donc Frédéric, je vais te laisser développer tout cela. Et donc on attaque avec le développement de la VMA parce que je sais que tu as voulu faire un petit rappel sur ce sujet. Oui, tout à fait. Merci Jean-Marc, merci de me laisser la parole. Alors bonjour à tous. Alors on va revenir oui, un petit peu sur la notion de VMA. Donc alors, en France, on utilise beaucoup la VMA, vitesse maximale aérobie, mais vous pouvez trouver dans des revues ou sur les sites internet des termes comme vitesse aérobie maximale. Souvent, ça c'est le pendant anglo-saxon. On trouve aussi des termes comme vitesse d'endurance ou vitesse maximale. Et souvent, on reviendra un petit peu plus tard dessus, par confusion, on parle aussi des fois de VVO2 max, la vitesse à laquelle on atteint VO2 max. On reviendra un petit peu sur cette notion dans quelques minutes, parce que ça peut être une petite erreur. La VMA représente la performance aérobie, tout simplement. Lorsqu'on fait des courses de fond ou des courses de demi-fond, l'idée est d'avoir la plus grande allure de course possible en lien avec la distance parcourue. On a tous une vitesse maximale pour 100 mètres, pour 200 mètres, pour 5 km, pour 10 km, pour un marathon ou pour même un ultra-trail. Cette allure, cette plus grande allure possible, on l'obtient grâce à des facteurs psychologiques. Sur des courses un peu courtes comme un 3000 mètres sur piste d'athlétisme ou un 10 km, il y a quand même une certaine résistance à la douleur, à l'essoufflement. Et ensuite, il y a des qualités aérobies qui sont définies par le VO2 max, le VO2 max qui est le volume maximal d'oxygène que l'organisme est capable d'intégrer dans son fonctionnement. Donc ça, c'est vraiment au niveau de la respiration, au niveau pulmonaire, le fait de réussir à faire passer les molécules d'oxygène dans le sang et après les distribuer efficacement aux muscles qui sont en activité. Donc lorsqu'on court, c'est les muscles des jambes. Et ensuite, donc, il y a la composante VMA, c'est-à-dire la capacité à courir. On est vraiment plus dans la technique de course, efficacement et rapidement. Et là-dedans, on peut aussi rentrer ce qu'on appelle le coût énergétique. Il y a des gens qui ont une foulée qui n'est pas du tout économique, et il y a d'autres personnes qui ont une foulée qui est très économique. Les Européens, les Nord-Américains, on n'a pas trop une foulée économique, on est un peu lourdeau, alors que les coureurs d'Afrique de l'Est, les Kenyans, les Éthiopiens, ont une économie gestuelle qui fait que déjà ça leur donne un petit avantage. Alors ils ont d'autres avantages physiologiques, mais ça en fait partie, ce coût énergétique. On le développe, comme on peut le voir donc là sur le PowerPoint, par différents procédés. Procédés de fractionnés courts. Donc les fractionnés courts, c'est un peu caricatural, mais c'est le 30-30, le traditionnel 30-30, même si aujourd'hui on sait que c'est pas le meilleur moyen de développer sa VMA. Et après, c'est tous les fractionnés qu'on va faire sur piste, dès le 100 mètres, 100 mètres, 150 mètres, 200 mètres. À mon sens, on peut aller jusqu'à 400 mètres, on reste sur du fractionné court. Donc là, on va chercher à développer la cylindrée. Et par les fractionnés longs, on va pouvoir travailler donc là sur des distances au-delà des 400 mètres. Et donc on va être sur 400 mètres, tout ce qui est 800 mètres. On va commencer à s'approcher des allures de course. Et là, on va réussir à développer la capacité du réservoir. Tiens, Jean-Marc, si tu peux m'avancer un petit peu le PowerPoint. Avec plaisir. Donc, ce sont deux manières de travailler radicalement différentes et qui sont complémentaires. On doit commencer par développer la cylindrée et on poursuit par le développement de la taille du réservoir. Les fractionnés courts qui vont donc dériver vers les fractionnés longs. On va poursuivre. L'avantage d'une piste, c'est vrai que la plupart du temps, on cherche à aller sur piste d'athlétisme. C'est pratique, 400 mètres. On a aussi des pistes de 250 ou 300 mètres. Lorsque je travaillais sur Nice, on avait une piste de 300 mètres. Donc on s'adapte, mais au moins on est sûr que les distances sont fixes. Il y a des marques au sol qui permettent de gérer de 100 mètres en 100 mètres sa séance. On a aussi
une aire de course qui est complètement plate, ce qui n'est pas forcément le cas selon l'endroit où on habite, hein. Aujourd'hui, moi j'habite en Haute-Savoie. Pour trouver une route parfaitement plate qui va me permettre d'avoir une certaine régularité dans l'allure, ça va être très compliqué. Donc une piste d'athlétisme, c'est quand même un avantage. Et de manière générale, on n'a aucune gêne. On ne va pas être gêné par des passants sur un trottoir, par un feu rouge, par un passage piéton. On va être obligé de s'arrêter. Donc c'est vraiment des avantages pour avoir des séances très qualitatives. C'est important parce que notamment sur les fractionnés courts, on est sur des hautes vitesses, hein, quelle que soit la VMA, hein. Même si on a 12-13 km/h de VMA, ça veut dire qu'on va courir sur des VMA courtes à 13, 14, 15 km/h. Et on ne peut pas trop s'amuser à faire ça sur des trottoirs dans un premier temps. Par contre, donc on va poursuivre, Jean-Marc. L'alternative, c'est quand même de pouvoir courir sur des chemins, sur des sentiers piétons qui sont de plus en plus aménagés. Et l'outil nécessaire pour ça, c'est la montre GPS. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se trouve très facilement dans les grands magasins de sport, hein, et avec une précision relativement fiable. Avant, les montres GPS étaient un petit peu longues au démarrage et n'étaient pas très précises. Aujourd'hui, la moindre montre GPS, même pas très chère, donne de très bons résultats, une très bonne lecture et va vous permettre vraiment de vous aider à maintenir une allure à l'entraînement, mais aussi en course. Par contre, pour une montre... Oui, excuse-moi Jean-Marc. Non, non, vas-y, je disais que je voulais intervenir juste sur le fait de la montre GPS. Comme le matériel, c'est un petit peu mon dada. Vas-y. Il est pas nécessaire d'avoir une montre GPS de dernier cri qui envoie à la fois l'altitude, l'altimètre, qui fasse baromètre et tout ça. Pour faire du fractionné sur piste ou sur route, hein, une montre GPS n'a pas besoin d'avoir tous ces gadgets. Et des montres GPS presque standards, on va dire, suffisent amplement. Oui, je pense qu'aujourd'hui, en montre GPS standard, on peut trouver des montres à 50-60 euros chez nos amis de Decathlon, Go Sport, enfin voilà, ces grandes enseignes. On peut trouver des montres à un prix relativement abordable. Et si vous voulez faire du fractionné hors piste d'athlétisme, c'est l'outil qui est nécessaire. Sinon, vous ne savez pas à quelle vitesse vous courez, vous ne savez pas si vous êtes dans les bonnes allures. Comme je vous expliquais en début de présentation, pour chaque distance qu'on va parcourir, on a une vitesse idéale qui va stimuler le développement de la VMA et qui va stimuler aussi donc le VO2 max. Si on n'est pas dedans, on risque d'aller trop vite et de s'épuiser trop vite.